S'imaginer que perdre un être cher signifie sa propre fin est une erreur. Une erreur que font bien souvent les personnes qui sont victimes de cette atroce douleur. Après cela, il y a ceux qui cherchent une explication, ceux qui tentent d'oublier et ceux qui choisissent de vivre avec. Ces personnes peuvent finalement n'en être qu'une seule, à un instant différent de sa vie. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne ne sera plus jamais la même. Après que la guerre civile contre les loups ait été gagnée par l'armée légitime au 2010e lunaire, un homme en particulier s'inquiéta de ceux que l'on nomma les oubliés. Contrairement à ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui, ce n'est pas Réal Arazel-Storn qui est à l'origine de l'ERA, mais celui que l'on appela le Vieux Déon. Kelter Bradéon, de son nom exact, était le commandant des armées de Valmir. Domaine le plus dévasté, le plus sinistré, mais territoire aussi sur lequel se dressait envers et contre tout la ville-mère de Vaillance, et plus fièrement encore, le Haut-Château. Un édifice d'une particulière beauté, niché en plein cœur des montagnes de Faël. Si l'on avait coutume de dire que la forteresse de Stanford était une citadelle imprenable, c'était oublier bien vite le Haut-Château de Vaillance. Chacun son style, chacun ses forces. À Stanford, il y a les équipements et le nombre. À Vaillance, il y a le savoir. Tout savoir, tout le temps et tout de suite. C'est pour cette raison que cette ville-mère est toujours debout. Les loups étaient bien plus nombreux, bien plus fous, et pourtant redoutablement bien organisés pour des rebelles. Mais ils n'avaient pas pour eux ces agents, appelés néolithes, capables de s'infiltrer partout, d'informer leurs QG sur les mouvements de leurs ennemis, de soudoyer les chefs adverses pour les pousser à prendre de mauvaises décisions, de menacer ou même manipuler d'une main de maître les sentiments. Le Haut-Château, siège du renseignement sur le grand continent, a su préserver sa ville et préserver son pays grâce à cela. Kelter Bradéon y a largement pris sa part. Il s'est formé à ses pratiques sur le tard, et c'est sur décision du président Paredes qu'à la suite de la guerre, il sera placé sous les ordres directs d'Arazel-Storn, ce qu'il acceptera de grand cœur. Comment refuser un tel honneur, même pour un homme aussi haut gradé ? Le conflit contre les loups, devenant le plus souvent un combat pour l'information, être dirigé par l'archétype même du secret et du pouvoir, ne pouvait être qu'enthousiasmant. Néanmoins, le Vieux Déon eut l'audace de mettre une condition à ce nouvel ordre hiérarchique. Les enfants, ces oubliés, les sans-noms parmi les sans-noms. Nous devons les prendre en charge, nous ne pouvons les laisser au froid, au désarroi, à la peur. Ils s'y perdront, et si nous n'agissons pas, ils deviendront vite nos pires ennemis, des ennemis que nous devrons abattre à la manière du démon loup. Des enfants que nous devrons passer à la brûlure de nos orphées, au tranchant de nos épées. Aimons-les plutôt, protégeons-les et élevons-les. Des enfants qui braillent, qui crient, qui capricent, qui provoquent et qui chahutent dans le Haut-Château. Kelter s'était attendu à ce que Arazel-Storn oppose un non catégorique, mais au lieu de cela, il accepta. L'aile est du Haut-Château serait nommée l'Era, Erae, Eraes, qui signifie enfant en ménédite courant. De jeunes gens élevés et formés au Haut-Château, dira-t-il un jour, c'est une aubaine pour nous, pourvu qu'on les laisse baiser. Cru, mais vrai. Laissez-les vivre, et ils vous aimeront. Donnez-leur de l'affection, et ils vous suivront. Les enfants de la guerre civile étaient pour beaucoup des bombes à retardement, mais le duo Bradéon, main de velours et gants de fer, et Storn, tout le contraire, fut un apaisant royal. L'Era accueillera nombre d'enfants qui trouveront plus tard un métier. Et certains, triés sur le volet, deviendront dès leur adolescence les meilleurs néolithes que le Haut-Château n'ait jamais compté. L'histoire que j'entends vous raconter dans mes livres parle de ces jeunes prodiges. Arrivés brisés, chapardeurs et menteurs, ils deviendront briseurs, chapardeurs et menteurs, mais pour le compte de leur pays. Mis à part qu'ils doivent compter en permanence sur leur savoir-faire pour ne pas mourir en mission, ce qui arrive à certains d'entre eux, inévitablement, la vie des néolithes encore résidant au château est plutôt confortable. Ils bénéficient de grandes chambres individuelles, avec sanitaires, du repère pour leurs soirées, et sont gracieusement payés.
Pour autant, tout ceci n'est rien comparé à la gloire qu'acquiert celui qui, à genoux dans le sacropole de vaillance, jure par tous les dieux qu'il n'utilisera le savoir que pour le bien. Cette cérémonie très codifiée se termine invariablement par une bonne cuite comme on les aime, dirait Pacôme, et débouche sur une nouvelle vie où la mort guette au loin. Les néolithes viennent, ils partent au gré du vent. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, m'est indifférent. Cette phrase que prononcera un jour l'un d'entre eux révèle toute l'ambiguïté de leur position. Une position de pouvoir, réservée aux meilleurs, mais aussi une position de vulnérabilité que tentera de combattre Bradéon au nom de son projet fou de sauver ses enfants voués à la misère. Je ferai d'autres vidéos pour vous faire découvrir leur vie. Alors partagez, likez, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du plan d'Arazel Storm, ça m'intéresse. Et quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt.